Nous sommes le mercredi 20 août. Voici à la une. Bonjour, bon début de journée, bon mercredi. Mathieu Bellumeur au microphone. Bienvenue à cette nouvelle édition d'À la Une. Merci d'être avec nous pour commencer cette nouvelle journée. Si vous connaissez des gens qui doivent prendre un vol d'Air Canada aujourd'hui ou qui doivent revenir de l'extérieur du pays par Air Canada, il y a peut-être des chances qu'il y a de l'information qui soit parvenue à ces gens-là parce qu'on a vu tranquillement les vols reprendre hier. On a aussi, au cours des dernières heures, appris certains détails de ce que contient l'entente de principe entre Air Canada, le transporteur aérien, et les agents de bord d'Air Canada. On va y revenir à l'émission et tenter de comprendre un peu de quelle façon tout ça se met en place dans les aéroports du pays, cette reprise du service chez Air Canada, mais on le sait déjà et on le disait hier alors qu'on a appris à la toute fin de cette émission qu'il y avait une entente de principe. Ça va prendre quand même de 7 à 10 jours, dit l'entreprise, avant de retrouver le rythme normal des affaires. Donc, on va revenir sur ce sujet-là à l'émission. On vous présentera bien sûr la revue de presse et il y a ces négociations au Québec entre les médecins, les omnipraticiens, les médecins spécialistes et le gouvernement du Québec qui n'avancent pas, qui n'ont pas avancé beaucoup ou pas avancé du tout cet été. Et hier, le ministre Christian Dubé a fait le point là-dessus. Il y a eu réponse des fédérations de médecins. On va revenir sur ce dossier-là également à l'émission parce qu'effectivement, ça a marqué les dernières heures et on n'a pas fini d'en parler parce qu'on a bien compris que le ministre Christian Dubé veut en venir à une entente avec les médecins et le temps lui est compté parce qu'on est à un an, un peu plus, d'une élection provinciale au Québec. Pour tout de suite en studio, à mes côtés, Véronique Méran est là. Bonjour Véronique. Bonjour Mathieu. Alors, c'est encore frais ce matin, mais on sent que le temps se réchauffe quand même. Exactement. Quelques degrés de plus, ça paraît à cette heure-ci. 15 à Montréal. On avait du 10-11 là, ces derniers jours. Donc, 15 degrés Montréal. Ça varie entre 11 et 17 là, si on se promène vers l'Estrie, les Laurentides, la Naudière, secteur de Québec, la région de l'Outaouais. On ira avec un ciel plus variable. Donc, il y a des nuages ici et là, mais c'est quand même pas une vilaine journée parce que le système passe vraiment au sud. Et s'il y a quelques averses, c'est vraiment très discret cet après-midi. L'Outaouais, c'est dès la matinée et tôt cet après-midi. 30 seulement la probabilité. Côté température, 23, 25 degrés, jusqu'à 26 dans la région de l'Outaouais. Hier, il a fait 22 à Montréal. Donc oui, ça se réchauffe tranquillement. On sera encore autour de 14-15 degrés la nuit prochaine, 10, 11 en secteur montagneux. Et à partir de demain, jeudi, là, on va retrouver des conditions vraiment estivales, c'est-à-dire du 25-28 degrés. Indice humidex légèrement à la hausse. Donc, retour de la chaleur, oui, mais des ressentis quand même plus confortables. Rien d'aussi accablant que ce qu'on a connu lors des vagues, lors de la canicule précédente. Donc, beau temps jeudi, beau temps vendredi. L'air sera chaud. On aura en fin de semaine la meilleure des deux journées qui sera celle de samedi, avec un ciel qui va s'ennuager, c'est vrai, mais pas d'averse avant samedi soir quand même. Donc, ça nous laissera une belle journée en fin de semaine. Pour ce qui est des régions les plus à l'est, du côté du Saguenay, du lac Saint-Jean, vers le Bas-Saint-Laurent également, c'est la même chose. Donc, un ciel assez nuageux ce matin. Ça va se dégager un petit peu plus tard cet après-midi. 18-22 degrés, soleil et un peu plus de chaleur à partir de demain. Du côté de l'Abitibi, déjà, on le sentira aujourd'hui, le réchauffement. 24, c'est le maximum anticipé. Ça se passera sous un ciel variable. Beau et chaud encore demain. La Gaspésie, la Côte-Nord, c'est du beau temps. 19 à 21 degrés. Réchauffement prévu à partir de demain, toujours avec un soleil assez dominant. En territoire ontarien, ça se dégagera sur la portion nord et centre. Du temps estival, 25-26 degrés, alors que les nuages vont continuer de dominer pour Toronto, Windsor, Ottawa. Probabilité d'averses faible. Il y aura des éclaircies au travers de ça. Température 23-25 sud de l'Ontario, la vingtaine de degrés pour la région d'Ottawa aujourd'hui. Dans l'ouest, on poursuit sur une lancée assez estivale. Les avertissements de chaleur demeurent en vigueur du côté de la Saskatchewan, secteur plus au sud, Regina, entre autres. 32, c'est le maximum aujourd'hui. L'indice humidex, 37. Donc, c'est collant. Demain, ce sera un peu plus frais pour la Saskatchewan et le sud du Manitoba, mais pour l'instant, aujourd'hui, c'est du 29 à 32 degrés sous un ciel variable. 20-22 pour Edmonton, Calgary.
Ciel variable également avec une possibilité d'averses et d'orages de 30-40 en fin de journée. Ça va se réchauffer en Alberta pour les prochains jours et à Vancouver, dégagement ce matin, 23 degrés, c'est le maximum. Alors, des conditions quand même clémentes dans l'ensemble et c'est vrai, on s'en va vers un réchauffement du côté de Montréal. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. Bonne journée. Olivier Pellerin est là pour les sports. Bonjour, Olivier. Bonjour. On va parler de football. Le football canadien, il y a des blessures au poste de quart arrière chez les Alouettes de Montréal. Ça complique quand même la tâche du directeur général de l'équipe. Oui, Danny Machocha qui doit maintenant refaire son casse-tête en plein milieu de la saison. C'est l'hécatombe au poste de quart arrière parce que l'équipe a perdu coup sur coup. Bon, Davis Alexander, qu'on avait identifié comme quart arrière numéro 1, blessé pour une deuxième fois cette saison. Ben-Cloud Bethel-Thompson aussi, qui devait être son remplaçant, est blessé. On a annoncé hier chez les Alouettes de Montréal que Caleb Evans, qui était le quart arrière numéro 3, serait sur la touche jusqu'à la fin de la saison. Déchirure ligamentaire au genou, saison terminée pour lui. Et donc là, Danny Machocha a dû peut-être faire quelques appels, sortir son calepin là, avec tous ses contacts dans la Ligue canadienne de football pour tenter de trouver des quart arrière pour être capable de pouvoir jouer ces matchs. Et donc, on a fait la semaine dernière l'acquisition de Cameron Dukes. Et hier, on a aussi annoncé l'embauche de Shea Patterson comme un cinquième quart arrière avec l'équipe cette saison. Ça a paru sur les performances de l'équipe. On est dans un voyage, un long voyage dans l'Ouest canadien. On a perdu les 3 dernières rencontres. C'est certainement attribuable à ce jeu de chaise qui se déroule présentement au poste de quart arrière. Mais selon le directeur général de l'équipe, les joueurs, donc la formation, le vestiaire est toujours très uni et croit toujours en ses chances. On écoute Danny Machocha. C'est sûr qu'on est en train de vivre un petit peu d'adversité, mais on va apprendre beaucoup de nous-mêmes pendant cette période-là, individuellement, puis le collectif, l'équipe au complet. Alors, on a un bon groupe, un groupe qui croit, qui vont continuer de travailler fort. Puis il n'y a pas d'excuses à l'interne concernant le roster qu'on va mettre sur le terrain jeudi prochain contre Winnipeg. Bien, effectivement, donc match contre Winnipeg et un peu d'adversité dans un vestiaire. Parfois, c'est là qu'on tisse les liens, qu'on soude l'équipe. Ben là, il y a de quoi travailler chez les Alouettes de Montréal. On apprend beaucoup dans l'adversité dans le sport. Exactement. Ça, c'est clair, on grandit. Au tennis, Gabriel Diallo, lui, a connu un premier match facile, donc pas trop d'adversité au tournoi de Winston-Salem. Non, parce que pour son match de deuxième tour, c'était contre l'Américain Nishesh Basavaredi et ce match était prévu. Il a eu lieu, mais sans qu'une balle ait été échangée parce que Basavaredi a déclaré forfait avant le match, fatigué par probablement les tournois qu'il enchaîne depuis le début du mois de juillet. En fait, c'est presque 5 tournois en 5 semaines pour lui. Et après avoir gagné son match de premier tour, il a déclaré forfait. Donc, un deuxième tour assez facile pour Gabriel Diallo. Il aura comme prochain adversaire au troisième tour le Serbe Ahmad Medjedovic, qui est 65e joueur mondial, donc sera surveillé dans ce tournoi. Et sinon, aujourd'hui, à Monterrey, au Mexique, c'est match de deuxième tour pour Leilani Fernandez. Aujourd'hui, son match, c'est contre la Slovaque Rebeka Sramkova, 38e raquette mondiale. Ça aura lieu en fin de journée aujourd'hui. Et puis, Lugansdor, donc ce joueur montréalais de basketball, on va le voir aujourd'hui, non pas sur un terrain, mais à l'Hôtel de Ville de Montréal. Oui, parce que là, il faut célébrer ce titre. C'est bien beau le gagner, mais maintenant, il faut que Montréal puisse en profiter et voir ce fameux trophée va être là, le trophée Larry O'Brien. Donc, il aura tourné, c'est une semaine d'activité, je dirais, pour Lugansdor, parce qu'il y aura effectivement visite de l'Hôtel de Ville. Il y aura célébration demain à Montréal avec le trophée qui pourra être visible pour les amateurs qui ont suivi le Thunder d'Oklahoma City, mais aussi Lugansdor. Et puis vendredi, il y aura aussi un camp, le fameux camp annuel qu'il organise pour les jeunes de son quartier, de son arrondissement, donc Montréal-Nord. Son camp se tiendra aussi. Donc Lugansdor aura une belle semaine. Il a vécu de grandes émotions lorsqu'il a remporté le titre. Et là, les gens pourront vivre avec lui et célébrer peut-être une dernière fois avant qu'on laisse le titre de côté, le trophée de côté et toutes les célébrations et qu'on se remette au travail pour la prochaine saison. Parce qu'ils sont très ambitieux, les joueurs du Thunder d'Oklahoma City. Certains avaient parlé de dynastie, doivent retourner à l'entraînement pour tenter de la confirmer, cette dynastie. Qu'il en profite cette semaine, voilà. Qu'il célèbre avec les amateurs. Merci beaucoup. Un plaisir. Merci, Olivier.
Les négociations entre les médecins et le gouvernement sont dans l'impasse, je le disais au début de l'émission. Ça n'a pas bougé beaucoup, voire pas du tout cet été. Le ministre plutôt de la Santé, Christian Dubé, a fait savoir aux fédérations de médecins qu'il ne renoncera pas à son projet de loi 106. Vous savez, c'est ce projet de loi qui vise à changer en profondeur la rémunération des médecins, autant les omnis, donc les médecins de famille, que les médecins spécialistes. Élise Jeté est avec nous en studio aujourd'hui. Bonjour, Élise. Allô? Alors, le ministre de la Santé a laissé entendre que les médecins exerçaient déjà certains moyens de pression qui se faisaient sentir. Oui, selon lui, ce moyen de pression-là principal, c'est que présentement, il arrive que les fédérations de médecins ne se présentent tout simplement pas à certaines réunions administratives. Selon le ministre Dubé, c'est une façon de saboter un projet majeur, selon ses mots, celui du dossier de santé numérique que Québec entend créer pour les patients québécois. Il dit, si on ne peut pas poursuivre les discussions par rapport à ça, ben ça ne va pas pouvoir avoir lieu. En conférence de presse hier, Christian Dubé était en mode remettre les pendules à l'heure. Il a dit, je veux donner l'heure juste sur ce que mon gouvernement demande à la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec et à la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Le message global, c'est qu'il leur donne jusqu'à la fin de l'été, 21 septembre, pour s'asseoir à la table de négociation. Et ce qu'on comprend, c'est que la communication est encore ouverte, le chemin là, de discussion fonctionne, mais rien n'avance parce que chacun reste campé dans sa position, donc il n'y a rien qui avance. Christian Dubé dit que s'il prend les grands moyens, s'il expliquait autant hier durant la conférence de presse, c'est pour le bien-être des patients. Moi, j'ai rien contre les médecins. C'est pour les patients qu'on fait ça. C'est une grande révolution, mais on va être ferme sur les principes que j'ai expliqués. Ferme parce que c'est ça que la population veut qu'on fasse les changements. On s'était donné l'été pour que les négociations se poursuivent. Mais malheureusement, force est de constater que jusqu'à maintenant, ça n'a pas avancé autant qu'on voulait. Oui, il l'a dit en conférence de presse, il l'a répété alors qu'il était en entrevue hier avec notre collègue Patrice Roy. Pas question de laisser tomber ce projet de loi. Non, et projet déposé en mai dernier qui vise notamment à revoir le mode de rémunération des médecins. Là où ça coince d'abord, c'est que Québec veut lier jusqu'à 25 % de la rémunération des médecins à des cibles de performance. Mais Mathieu, les médecins sont complètement contrariés par cette approche-là. Ils disent que tant et aussi longtemps que le ministre Dubé ne va pas rebrousser chemin sur cette vision de la rémunération, rien ne va avancer. La médecine, ce n'est pas de la restauration rapide, c'est ce que disent les médecins depuis l'annonce du projet. Et leur ligne de défense, c'est vraiment si on doit miser sur la quantité de patients, ça va affecter inévitablement la qualité des soins donnés aux patients. Il y a des éléments particuliers qui dérangent encore davantage les médecins dans le projet de loi 106. Oui, il y a un article en particulier qui donne le pouvoir réglementaire au ministre de modifier les indicateurs de performance, donc tous ces indicateurs qui feraient en sorte que la rémunération serait affectée. Autant les successeurs, donc ceux qui viendront après M. Dubé et les prochains gouvernements auraient droit de changer tout ça. Donc, ça peut être une pente glissante pour eux dans leurs mots. La Fédération des médecins omnipraticiens n'a pas l'intention de demander la démission du ministre Dubé pour l'instant ou qu'il soit remplacé au remaniement ministériel. Mais ce que les médecins veulent, par contre, c'est qu'il va finir, M. Dubé, par leur imposer la loi 106, ne pas leur demander leur avis. On peut entendre à ce sujet le président de leur fédération, le Dr Marc-André Amiot. On ne croit pas qu'il y a besoin d'un projet de loi pour ça. On a déjà des indicateurs de performance dans nos ententes. On a proposé des choses à la table de négociation. On a déposé 2 cahiers de propositions. Malheureusement, on n'a jamais eu de retour sur ces propositions-là de la part du gouvernement. Donc, on verra comment ça va se poursuivre. Le gouvernement du Québec qui est ouvert à l'idée d'améliorer les propositions, mais qui va rester ferme sur les principes contenus dans le projet de loi 106. Merci, Élise. Merci, Mathieu. Je retrouve Nicolas Pelletier dans notre studio d'Ottawa ce matin pour la revue de presse. Bonjour, Nicolas. Bonjour. On va reparler d'Air Canada. Il y en a
été beaucoup question dans les quotidiens au cours des derniers jours. Les unes sont plus variées ce matin. Oui, alors que le Globe and Mail et le National Post reviennent en texte et en images sur la victoire de Pierre Poilievre dans l'élection partielle qui a eu lieu lundi, le Toronto Star fait une place à la chef de longue date du Parti vert du Canada, Elisabeth May, qui a déclaré hier qu'elle ne dirigera pas les Verts aux prochaines élections. Elle a par contre indiqué son intention de rester députée et chef du parti jusqu'à l'élection d'un nouveau chef ou de co-chef. Du côté des médias francophones, Le Devoir fait suite à l'article dont je vous parlais hier à cette revue de presse et qui traitait des textos intimes mais tout à fait légaux qui se retrouvaient par erreur fichés par la GRC pour 100 ans. Eh bien, toujours dans le but de traquer les cyberpédophiles, il y a un récent projet de loi du gouvernement Carney qui pourrait toutefois aller beaucoup plus loin en facilitant considérablement la collecte des données personnelles des Canadiens par les policiers. Et ça fait sourciller des avocats spécialisés en protection de la vie privée. À la une de La Presse, un dossier sur le recrutement en ligne des gangs de rue qui font passer des jeunes sans histoire à des criminels en une soirée ou en un clic. Enfin, le Journal de Montréal montre des camions d'Hydro-Québec couverts de messages syndicaux, des cas de vandalisme qui se comptent par centaines selon la Société d'État et qui ont jusqu'ici coûté plus de 200 000 $ en frais de nettoyage, des frais qui seront d'ailleurs exigés au syndicat des employés qui refuse, lui, de commenter la situation. Nouvelle histoire qui éclabousse les forces armées canadiennes. Cette fois, 5 militaires de la base de Valcartier dans la région de Québec sont suspendus pour une vidéo d'un salut nazi. Oui, une vidéo dans laquelle on voit de la consommation de substances et un salut nazi devant un drapeau du Royal 22e Régiment. La vidéo a été envoyée par un civil au début du mois d'août. S'en est suivi une enquête de la police militaire pour identifier donc les 5 membres qui ont été suspendus de leur fonction militaire, mais qui conservent tout de même leur rémunération. C'est le réseau CBC qui a d'abord rapporté la nouvelle et qui ajoute que l'annonce de ces suspensions survient dans un contexte où les forces armées canadiennes font face à une augmentation des comportements haineux dans leur rang. Il y a un lieutenant général qui a pris la parole pour l'armée et qui en profite pour dénoncer vivement ces comportements haineux et l'extrémisme. Selon lui, ce type de comportement dans l'armée contribue à mettre en péril la confiance du public à l'égard de l'institution, sa capacité aussi à recruter des nouveaux membres. Au Québec, il y a un nouveau sondage publié ce matin qui montre que l'été a été profitable pour le Parti québécois. Sondage web léger réalisé du 15 au 18 août et qui donne 5 % de plus d'intention de vote qu'au début de l'été au Parti québécois. Il place maintenant à 30 %. Il faut dire que le Parti libéral est au coude à coude avec la formation péquiste dans les intentions de vote. Le Parti libéral a 28 % et puis la coalition Avenir Québec est troisième. Là, on chute à 17 %. Le Parti conservateur du Québec avec 14 % n'est pas très loin du parti au pouvoir et devance Québec solidaire qui, lui, est à 9 %. Pour les sondeurs qui ont demandé leur avis à 977 Québécois en âge de voter, les électeurs veulent que ça change. Il y a 2 tiers d'entre eux qui sont insatisfaits du gouvernement Legault. La marge d'erreur est de plus ou moins 3,1 %, 19 fois sur 20. Et puis des images impressionnantes autant en photo qu'en vidéo. Le déménagement quand même d'une église en Suède, ça fait le tour du monde. Ah oui, absolument. Je l'ai vu dans beaucoup de médias ici, comme en Europe. Il y a une église donc, qui est déplacée dans la ville de Kiruna, en Suède. Ça a pris 8 ans préparer ce déménagement-là qui coûte 45 millions €. C'est une église luthérienne là, à la forme triangulaire. Ça a l'air que ça aide pour le déménagement, mais tenez-vous bien, Mathieu, 672 tonnes. Le convoi en fait presque le double. Elle a plus de 100 ans, cette église-là. Elle est en train d'être déplacée à 5 km de son emplacement initial à un demi-kilomètre heure, 1 km/h au maximum. C'est dans le nord de la Suède et c'est un défi nécessaire, dit-on, pour faire place à l'expansion d'une mine souterraine de fer. Donc, la Suède qui tient énormément à cette exploitation du fer et plutôt que la démonter pièce par pièce, ils ont pris la décision de transporter l'église, donc un de ces défis, disons, assez gigantesques d'ingénierie. Et l'église, elle est magnifique et vous remarquerez, si vous voyez les images ou les photos, le nombre de roues que ça prend sous l'église pour la déplacer. C'est assez impressionnant, merci. Merci beaucoup, Nicolas. Je vous en prie. Salut, bonne journée. Oui,
Oui, revenons sur Air Canada. Vous savez que les avions du transporteur ont recommencé à voler à la suite de cette entente de principe qui a été conclue hier à la toute fin de l'émission entre Air Canada et ses agents de bord, bien sûr. Samy Robaïne est en studio avec nous ce matin. Bonjour, Samy. Bonjour, Mathieu. Alors, quels vols ont repris? Est-ce qu'on sait combien de vols jusqu'ici ont pu reprendre? Alors, au total, 155 vols sont prévus au départ de Toronto, Montréal et Vancouver. Ça inclut des destinations en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et dans le Pacifique Sud. Mais Mathieu, il faut savoir que cette reprise est progressive parce qu'après plusieurs jours d'immobilisation, on se doute bien que les avions et les équipages doivent être repositionnés et soumis à des contrôles techniques obligatoires. Donc, des annulations de vols sont donc encore à prévoir à court terme, mais Air Canada indique que les clients seront informés à l'avance et auront des options. Le transporteur aérien dit agir pour regagner la confiance de ses clients. D'ailleurs, la compagnie met en place dès aujourd'hui une politique pour rembourser les frais de transport engagés durant toute la perturbation. Un tableau de bord en ligne permet aussi de suivre la reprise des opérations, mais selon ces deux voyageuses qu'on va écouter, les communications de la compagnie laissent encore à désirer. Ils n'ont pas de solution, on ne peut pas les joindre. Au niveau communication, c'est zéro, quoi. On est pris en otage. Notre vol est supposé être le 20 août. Merci de regarder sur l'application d'Air Canada. Ça nous envoie un peu des messages contradictoires en nous disant oui, il y a des vols, non, il n'y a plus de vols. On nous parle d'un retour à la normale d'ici une dizaine de jours. Et on a quelques détails, Samy, sur ce que contient cette entente de principe entre le transporteur et les agents de bord. Alors, l'entente prévoit des augmentations salariales allant jusqu'à 21,5% sur 4 ans. Ça va évidemment dépendre de l'ancienneté de l'employé, mais surtout un élément clé, Mathieu, les agents de bord seront maintenant payés pour le travail au sol, comme durant l'embarquement, ce qui n'était pas le cas avant. Ils commenceront avec 50% de leur salaire horaire pour ces tâches et ça grimpera à 70% d'ici la fin du contrat. Il faut noter que c'est surtout cette avancée qui a permis de mettre fin à la grève hier matin. Oui, et cette grève se place aussi dans un débat plus large après l'intervention du fédéral à quelques reprises dans des conflits, je pense notamment au port. Le pouvoir du fédéral, donc, d'intervenir en matière de conflit de travail. Il y a un débat plus large donc, qui entoure ce conflit de travail-là. Oui, parce qu'Ottawa a tenté de forcer un retour au travail parce que l'article 107 du Code du travail permet au gouvernement de forcer le retour via l'arbitrage en cas de menace pour la sécurité ou l'économie. Mais le syndicat s'y est vivement opposé et certains syndicats contestent même sa légalité devant les tribunaux. Écoutons à ce sujet la vice-rectrice aux études à la recherche de l'Université de l'Ontario français, Isabelle Dostaler. Je pense que de part et d'autre, il y avait quand même des risques. Là. Le syndicat savait quand même qu'il y avait certainement des risques à défier la loi, mais au bout du compte, le syndicat en sort quand même gagnant. Et puis donc, un conflit qui risque aussi d'avoir des répercussions dans l'ensemble de l'industrie de l'aviation au Canada. Oui, ça pourrait effectivement créer un précédent. Il faut savoir que le travail au sol commence déjà à être rémunéré chez d'autres compagnies comme Delta ou Porter. Et cette victoire syndicale pourrait inspirer d'autres revendications. Oui, on peut écouter là-dessus encore une fois Isabelle Dostaler. On se battait pas seulement pour les agents de bord d'Air Canada. On se battait pour l'ensemble du secteur industriel et pouvait être sûr que tous les syndicats, même à travers le monde, suivaient probablement le conflit de près. Et il y a fort à parier que ça va faire boule de neige. Alors Mathieu, le conflit n'a duré que 3 jours, mais ses conséquences pourraient bien se faire sentir pendant des années, autant dans les airs que dans les lois du travail. Merci beaucoup, Samy. Au revoir. Bonne journée. Voilà donc pour cette édition d'À la Une en ce mercredi 20 août à surveiller, entre autres, aujourd'hui, reprise des audiences de la commission Galland sur le fiasco Saclay. On s'approche de plus en plus de témoignages de ministres ou d'ex-ministres des Transports d'ici la fin de la semaine. Et le premier ministre du Canada, Mark Carney, va rencontrer plus tard aujourd'hui la mairesse de Montréal, Valérie Plante, et le premier ministre du Québec, François Legault. Vos équipes du matin prennent le relais dans les prochaines secondes. Bonne journée.